Bonjour, je m'appelle Thierry Pic, je suis directeur académique d'EM Lyon Business School en France et je ne pourrais malheureusement pas être présent physiquement avec vous à ce colloque où j'avais pourtant prévu d'être, mais mes responsabilités de directeur académique malheureusement nécessitent que je sois présent à Lyon cette semaine. Donc au-delà de ces activités, je suis aussi enseignant-chercheur en gestion de ressources humaines. Je travaille sur les nouvelles formes d'organisation, les structures projets, les compétences collectives et plutôt dans des environnements dits extrêmes. J'ai mené des recherches notamment dans le domaine des forces spéciales militaires, du sport de haut niveau ou encore des équipes projets dans des contextes de développement rapide très innovants, soumis à une pression assez forte. Et donc, pour compenser mon absence physique avec vous, je vais partager quelques idées très rapides et très simples autour du thème que je voulais aborder avec vous aujourd'hui, qui est celui des compétences collectives dans notamment les structures projets. Alors, la notion de compétences collectives est une notion qui est très présente dans la recherche française depuis quelques années. On en constate l'intérêt empiriquement dans les entreprises, où les organisations s'intéressent beaucoup à la dimension collective, collaborative, aujourd'hui nécessaire à la performance. En France, c'est d'abord en ergonomie puis en gestion des ressources humaines que cette notion se développe, avec notamment des efforts de définition. De nombreuses définitions abordent le sujet sous des angles un petit peu différents. Globalement, on parle de la compétence collective comme un savoir agir en commun, une combinaison de ressources individuelles, une synergie de ressources et de compétences, une combinaison de compétences, ou une définition que j'aime bien qui est la capacité d'un collectif à faire face à une situation qu'aucun individu n'aurait pu assumer seul. Donc beaucoup d'efforts de définition et qui visent à cerner ce concept. D'autres pans de recherche en France ont beaucoup évoqué l'identification empirique sur des terrains divers et variés de ces compétences collectives au travers d'interactions entre individus, au travers de renouvellement d'une compétences collectives, notamment dans des contextes où les individus changent. Je pense notamment à des recherches sur les services d'urgence dans les hôpitaux. Et puis d'autres recherches portent sur les conditions d'émergence de ces compétences collectives, les styles managériaux par exemple, les situations particulières qui nécessitent de la collaboration étroite entre des individus, le rôle de la ressource humaine, des ressources humaines évidemment, notamment des systèmes d'évaluation, des systèmes d'incitation, et puis également la présence ou pas d'artefacts ou d'objets qui vont conditionner le fait qu'on travaille plus ou moins ensemble. Alors, un grand classique des travaux sur les compétences collectives porte sur l'identification d'attributs. On identifie globalement 4 attributs principaux pour caractériser une compétence collective. Le premier, c'est celui du référentiel partagé. Est-ce que des individus partagent des représentations communes de ce qu'ils ont à faire et de la façon dont ils fonctionnent? Le deuxième attribut, c'est celui de la mémoire collective. On parle beaucoup d'automatisme dans des équipes, notamment des équipes de sport. Est-ce que les individus ont eu le temps et le moyen de développer des automatismes qui s'ancrent dans le temps? Le troisième attribut, c'est celui du langage commun. Existe-t-il des termes, des jargons, des modes d'ajustement entre ces individus? Puis le quatrième, c'est l'engagement dit subjectif, c'est-à-dire l'envie, le sentiment d'appartenance, qui va au-delà, j'allais dire, de l'engagement strictement contractuel, mais qui font que des individus vont se mobiliser au service des autres ou d'une situation. Donc, on a beaucoup toutes ces recherches s'intéressent principalement au processus, aux moyens, au développement de ces compétences et ces mécanismes. Alors, on peut mettre ces recherches en contraste avec ce qui se fait dans les recherches anglo-saxonnes, où la notion de compétence collective est rarement abordée en tant que telle. Elle est plutôt abordée sous l'angle des modèles mentaux partagés. On parle de cognition collective, de collective mind, ou alors de leadership partagé, d'équipe auto-managée, évidemment de collaboration, coordination, qu'on trouve dans des contextes notamment d'organisation à haute fiabilité, les HRO, ou encore dans le domaine de l'éducation, avec la dimension de collective learning, comment est-ce qu'on apprend ensemble. Ce qui différencie un petit peu les recherches anglo-saxonnes des recherches françaises sur ce sujet des compétences collectives, c'est l'accent mis plus sur les résultats dans les domaines, dans les recherches anglo-saxonnes, et sur la performance. On s'intéresse un peu moins à comment se développe
et se manifestent ces compétences collectives, mais plutôt quel lien existe-t-il entre le collectif, sa capacité à se coordonner, à s'ajuster et la performance de l'organisation ou des équipes. Alors, évidemment, ces compétences collectives, elles nous intéressent beaucoup quand on s'intéresse au mode projet, puisque le mode projet, par définition, réunit des compétences différentes, mais complémentaires, qui doivent vite et bien travailler ensemble pour aboutir à une performance. Donc le mode projet réconcilie la notion de processus, comment combiner des compétences individuelles pour une performance, donc notion de résultat. C'est tout à fait intéressant puisque un projet est toujours un dispositif adapté à son objet et qu'on a une ingénierie des compétences ou des ressources à chaque fois à réinventer avec une dimension évidemment collective dans le cadre de l'équipe, puisqu'il faut combiner des expertises différentes et complémentaires, mais aussi au-delà de l'équipe, avec des parties prenantes, avec des ressources à l'extérieur de l'équipe qu'il faut pouvoir mobiliser au service du projet. Donc on a une nécessité d'intégrer une compétence collective à deux niveaux, niveau de l'équipe et niveau extérieur. Alors, c'est une question de recherche évidemment complexe et intéressante qui pose la question de l'isomorphisme, hein, c'est notamment l'interaction entre les différents niveaux d'analyse, entre l'individu, le collectif, l'organisation, et les mécanismes qui sont à la fois des mécanismes cognitifs, mais aussi affectifs, organisationnels et relationnels, qui permettent de faire émerger une dimension collective ou organisationnelle sur la base de compétences individuelles. Un deuxième niveau intéressant, me semble-t-il, autour de ces compétences collectives, au-delà de l'individu et de l'équipe, c'est de regarder ce qui se passe au niveau d'une organisation. Et là, on a tout un champ d'études intéressant autour des project-based organizations, c'est-à-dire les organisations qui sont basées sur les projets et qui fonctionnent à partir de projets récurrents et qui doivent assurer une situation pérenne de succès au travers non pas d'un seul projet, mais d'une capacité à mener de façon pérenne une succession de projets. Je pense évidemment à toutes les équipes d'ingénierie, SS2I, haute technologie qui travaillent essentiellement en mode projet. J'ai eu la chance, moi, d'observer notamment l'organisation des forces spéciales commando, dont la raison d'être est effectivement un ensemble de missions qui se succèdent. Et la question évidemment est de réussir des missions, donc des projets, mais comment créer de la performance durable et la capacité à renouveler le succès de chacun des projets d'une façon institutionnalisée et pérenne. Donc ces recherches que je vais illustrer très très rapidement au travers de ce que moi j'ai pu trouver dans un contexte très particulier qui est celui des forces spéciales, je pense sont un petit peu le futur des recherches sur les compétences collectives. Les recherches que j'ai pu faire mettent en évidence le fait que des compétences collectives se situent en fait à trois niveaux. Elles combinent des ressources évidemment individuelles, les compétences portées par les individus, les compétences collectives, c'est-à-dire qu'est-ce qui va se passer quand des individus très différents se retrouvent dans des équipes en termes de capacité à fonctionner ensemble, et puis à un niveau organisationnel, dans la capacité d'une organisation à apprendre et à tirer profit des expériences et des savoirs issus de chacune des équipes. Donc il y a deux phases importantes quand on travaille sur la capacité d'une organisation à fonctionner en mode projet. La première phase, c'est la capacité de préparation. Comment est-ce qu'avant les projets, on va préparer des individus, on va former des individus, on va mettre en place des systèmes d'accès au savoir qui permettent à des individus d'être le plus rapidement possible efficaces quand ils vont se retrouver dans des collectifs et dans des projets. Et puis, donc, c'est des processus plutôt top-down, où l'institution, l'organisation va préparer des individus à travailler en mode projet à tout moment. C'est exactement ce qui se passe dans les forces spéciales militaires, où le développement des compétences expertes est complété par des capacités effectivement à travailler ensemble. Et le deuxième processus, c'est le retour d'expérience. Soigner le retour d'expérience à l'issue des projets ou à l'issue des missions, avec deux niveaux de retour d'expérience, un niveau au niveau de l'équipe, qu'est-ce qu'on a appris, comment est-ce qu'on a travaillé ensemble, qu'est-ce qu'on a bien fait, qu'est-ce qu'on a moins bien fait, et une capacité à faire remonter ces apprentissages locaux au niveau organisationnel pour faire évoluer des méthodes d'apprentissage, pourquoi pas même des méthodes organisationnelles, ou dans l'armée en tout cas des tactiques pour aborder des missions de façon différente en fonction des apprentissages issus des réalisations précédentes.
Donc, dans ces contextes-là, ce qui va compter, c'est la capacité organisationnelle et effectivement, on parle d'architecture de capacité projet, basée sur les 3 niveaux, au travers de processus dynamiques et récursifs, top-down dans un premier temps, de préparer des individus à fonctionner en mode projet, et bottom-up dans la capacité à récupérer les apprentissages des individus et des équipes au profit de l'organisation qui est elle-même évolutive. Voilà, donc c'est évidemment très rapide la façon dont je partage avec vous ces aspects-là, mais deux perspectives intéressantes, me semble-t-il, existent en termes de recherche sur compétences collectives et management de projet. La première, c'est effectivement l'identification des mécanismes qui permettent au niveau d'une équipe de développer des compétences collectives, une capacité collective à faire plus que la simple juxtaposition des apports individuels. Comment mettre en place, comment soutenir, comment encourager et quels sont les mécanismes et les dispositifs qui permettent de créer des équipes projets performantes. Et le deuxième niveau, c'est au niveau de la capacité des organisations à générer de façon durable des collectifs projets au travers de mécanismes qui sont principalement situés en amont, mécanismes de préparation, et en aval, mécanismes de remontée d'apprentissage et finalement d'apprentissage organisationnel. Donc voilà, je vous laisse avec ces deux niveaux de réflexion. Je vous souhaite un très bon colloque et je vous souhaite évidemment de profiter des compétences collectives qui seront disponibles dans ce colloque tout au long de son déroulement. Merci beaucoup et pardonnez-moi encore de mon absence, mais très heureux d'avoir été avec vous au moins un court moment à distance. Au revoir.